Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swaski et Combiné Nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 76e épisode de TSI, le podcast francophone de Swaski et de Combiné Nordique avec mon acolyte Adgeok 120. Romain, on est de retour à l'office. Salut Will, content de te retrouver au micro, surtout qu'on s'était bien amusé la dernière fois à faire la présentation de la saison, mais là on passe aux choses sérieuses et la saison a débuté. Exactement, et donc on vous a concocté un petit review de cette épreuve à Lillehammer. Et on va commencer rapidement, Romain, si tu peux nous énoncer en gros, qui a gagné les deux épreuves qu'on a vues et peut-être aussi nous donner les résultats du team mix avant qu'on aille dans le détail et l'analyse de ces résultats. Oui, c'est ça. Donc le format aujourd'hui et sur la saison qui débute, on a travaillé Will et moi pour proposer un format intéressant, un peu rythmé et on aura pas mal de rubriques. Mais avant de passer aux rubriques, et on va aller aux bases de ce qu'on a vu ce week-end. Donc un team mix qui a commencé la saison vendredi et c'est l'Allemagne avec Freitag, Wellinger, Schmidt et Paschke qui a gagné devant la Norvège de Ström, Sundal, Kvandal et Lindvik et l'Autriche de Lisa Eder, Tschofenig, Pinkelnig et Jan Earl. Retenez bien ces noms-là parce que c'est des noms qui vont être prononcés à de multiples reprises dans le week-end. Et ce team mix a vu la 8e place de l'équipe de France, donc qui était rentrée en manche finale avec Emma Chervé, Enzo Milesi, Joséphine Panier et Valentin Foubert. Samedi et dimanche, ensuite, on est retourné à un format classique d'épreuves individuelles hommes et femmes. Donc sur ce débrief de première partie, on va commencer par les hommes. C'est Jan Earl qui avait gagné la qualif samedi et sur le podium, du coup, samedi, on avait retrouvé Paschke, Tschofenig et la surprise autrichienne Maximilian Ortner. Dimanche, la qualification était gagnée par Earl, un Earl qu'on a revu gagner l'épreuve quelques heures plus tard devant Pius Paschke et Daniel Tschofenig, la 21e place de Valentin Foubert pour les points français du week-end. À la fin de ce week-end, on a un maillot jaune, le plus vieux maillot jaune de l'histoire de la Coupe du Monde de Swaski sur les épaules de Pius Paschke, devant Jan Earl et Daniel Tschofenig. Le reste du classement, on aura l'occasion de l'égrener au fil de nos analyses. Alors, maintenant qu'on a dit un peu les chiffres, c'était la partie rébarbative. Will, qu'as-tu pensé de façon générale de ce week-end? Bah écoute, j'étais ravi déjà de revoir du Swaski sur neige. C'est vrai que les grands prix d'été, j'ai un peu du mal à me mettre dedans, donc là, revoir des tremplins. Alors, je disais, j'aimais bien quand ça démarrait à Ruka. Bon, ça démarre à Lillehammer, mais globalement, je dirais comme point numéro un, la joie de revoir les sauteurs. Ouais, c'est clair. Et surtout qu'on a été gâtés par 3 épreuves, il n'y a pas eu d'annulation et on a même vu de la neige tomber, quoi. Ouais, de la neige tombée le deuxième jour, donc le dimanche, où on a même eu peur à un moment donné que les épreuves soient annulées. Il y a eu quelques ajustements de timing, mais rien d'extraordinaire. Mais c'est vrai qu'il y avait de gros patins de neige qui a fait que le jury a plutôt serré l'élan le dimanche et on le verra dans les statistiques de points HS et de points K atteints et peut-être aussi sur la qualité des épreuves qu'on débriefera. Je pense que tu as beaucoup à dire là-dessus. Il y avait aussi quelques changements de règlement. Ça, c'est sûr que le scanner des combinaisons, j'ai eu l'impression de voir ça tout le week-end. Ça m'a déjà gavé en un week-end. J'espère que c'était pour bien montrer qu'il y avait une nouvelle règle avec les combinaisons, avec les puces, mais qu'on n'aura pas ça à l'écran un tiers du temps le reste de la saison, parce que franchement, voir un scanner sur les fesses et les épaules des sauteurs et des sauteuses, c'est bon, on a compris. Je crois que le message est passé, quoi. Exactement. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les images, on a une sorte de sauteur qui est dessiné dans un
papier carton. Le sauteur qui doit se faire mesurer vient se mettre un peu comme si il était fouillé par la police et puis on lui badge un sorte de scanner sur des puces de sa combinaison pour la mesurer. Donc ça, on va dire que certes, on l'a eu énormément à l'antenne, mais ça permet quand même de s'approcher d'une équité sur les combis. Alors je sais que tu as quelques commentaires à faire après, mais on va dire que sur ce règlement, c'est ça qui est cherché. Nouvelle notation aussi sur le télémark. Ça, j'ai vraiment, vraiment hâte. La rubrique stats à la fin, j'ai vraiment hâte de voir l'influence des notes du télémark parce que de façon générale, on a vu que bah, les notes montaient beaucoup moins que les saisons précédentes. Parce que bah, les points attribués au télémark sont beaucoup plus importants que précédemment. Et donc la moindre petite erreur se ressent. Et donc j'ai vraiment hâte de voir de façon chiffrée ce que tu auras à nous dire tout à l'heure. Exactement. On peut quand même parler de début de saison, hein, quand même, dans un peu tous les sports. On arrive, on est un peu groggy de l'été. Bon, il s'avère que les sauteurs à ski ont pas beaucoup de temps hein, entre les épreuves d'été et les épreuves d'hiver. Mais globalement, on n'a pas vu les plus belles épreuves de notre carrière, quoi. Non, non, c'est clair. Et puis même là, il y avait, je trouve, une caméra vraiment intéressante à Lillehammer. Une Ouais, caméra la qui caméra permet de, de dos, là. oui, bah même déjà celle du vol qui est vraiment déjà centrée sur la table. On voit tout de suite, bah, il y a eu des sauts nous-mêmes et puis les commentateurs étaient ouh, quoi, genre Lindvik quand il va directement la tête dans les skis, on était vraiment dedans. Et après, on voyait qu'on était bien de côté, un espèce de biais. On voyait les sauteurs qui n'ont pas les skis à plat et ça se ressentait sur leur vitesse de vol et qui se posait tôt. Et je trouve que c'était une caméra qui permettait vraiment d'analyser super bien les sauts. Et malheureusement aussi de voir qu'il y avait beaucoup, beaucoup de sauteurs, bah, notamment qui sont en freinage en l'air, quoi. Et ça, même à l'échelle Coupe du Monde, vous voyez qu'il y en a peu qui ont mis de l'accélération dans leur vol. Et puis, bah, ceux qui ont mis de l'accélération dans leur vol, c'est ceux qui ont performé, dont on va parler maintenant. Bah, en tout cas, ce qu'on a vu, et notamment le premier jour entre la première et la deuxième manche, on a plusieurs des cadors qui avaient fait un premier saut très mauvais et qui ensuite ont fait une grosse remontada, je pense à Wellinger, ce qui peut faire penser qu'il y avait pas mal de pression, en tout cas sur les épaules. On a vu Granerud qui était pas à l'aise physiquement, enfin en tout cas techniquement. On a eu pas mal de mouvements de main chez des sauteurs que j'ai remarqué, quelques contre-performances. Donc je pense que tout ça se voit, ce niveau technique sur cette épreuve. Nouvelle combi. Le deuxième jour, il y a eu tout un micmac autour de la deuxième combinaison. En fait, normalement, on n'a pas le droit de changer de combinaison, je crois, de tout le week-end. Et là, comme il pleuvait, on leur avait dit OK, mais certaines nations comme la Pologne ne l'ont pas fait. Bon, je pense que c'était un peu le rodage, quoi. Oui, c'est ça. Alors, c'est une combinaison maintenant par épreuve. Et là, exceptionnellement, donc dès la deuxième épreuve, il y a eu déjà une exception, vu qu'il pleuvait, les sauteurs étaient autorisés à changer entre les deux manches parce qu'elles étaient potentiellement mouillées. Sauf que certaines avaient laissé la deuxième combi à l'hôtel, voire même pour la Pologne, n'avait fait certifier qu'une seule. Il y a 4 combis autorisés jusqu'à la tournée. Et en fait, les équipes pouvaient choisir combien de combis ils soumettaient par sauteur. Sachant que s'ils en soumettaient 4 et que les 4 elles sautaient pas bien entre guillemets, ils peuvent plus changer ce qu'à la tournée. Donc les équipes ont évidemment pas mis 4. C'est pas exactement. Personne n'a communiqué officiellement, sauf du coup la Pologne. On a compris avec ces non-changements entre les deux manches que la Pologne n'avait fait certifier qu'une seule combinaison pour ce week-end. Ils ont pris le risque. Si un sauteur faisait déchirer sa combi, par exemple, de n'avoir qu'une seule combi homologuée pour le week-end, mais ça leur permet d'avoir 3 combis encore. Là, je pense qu'ils sont en train de travailler dur pour les combis pour le week-end prochain. Voilà, C'est un peu on pourra technique. reparler de la Pologne, hein, mais là c'était vraiment sur ce point de la combi, donc quelques changements et globalement, bah voilà, tout ça a joué sur la performance. Mais comme tu l'as dit en introduction, on a quand même des sauteurs qui se sont en tout cas qui sont sortis du lot et il s'avère que tu peux nous parler peut-être du sauteur, celui qui aurait ta médaille d'or en tout cas pour ce week-end. Voilà, alors comme on est sur ce nouveau format, voilà, on va le dire explicitement. Donc on passe à nos petites rubriques. Will et moi, on va se donner le ping-pong et puis commenter les uns les autres.
Effectivement, mon sauteur du week-end, c'est Pius. Pourquoi? Parce que voilà, au-delà même de ses performances, on l'a dit, c'est le maillot jaune, mais en fait, il a juste super bien sauté. C'était même beau à voir, quoi. Enfin, c'était beau à voir sa forme de vol, son accélération. Il se posait bien et c'est lui qui allait super loin avec un Autrichien que je te laisserai dire parce que c'est ton petit plaisir. Mais voilà, c'était un sauteur qui a régalé et puis un Allemand qui commence bien la saison, pardon, c'est devenu classique. Mais bon, pour lui, il avait gagné pour la première fois l'année dernière à Engelberg. Là, il prend le maillot jaune. C'est le plus vieux à prendre le maillot jaune. C'est énorme de vivre ça. T'imagines qu'on a commencé une saison, enfin notre première saison de TSI a commenté le classement de Pius Paschke en Coupe continentale, quoi. Ouais. Et en tout cas, Pache là déjà 180 points, hein, c'est le l'athlète donc qui a fait premier et deuxième. C'est un tremplin qu'il aime bien. D'ailleurs, il aime bien Ruka, donc rien ne devrait changer pour lui. Mais c'est vrai qu'on l'a trouvé tous les deux plutôt en, il était serein, les sauts sont bons, aussi bien en qualification au par équipe. Enfin, vraiment, il a fait un week-end complet. Et en effet, moi, bon, mais bien sûr que j'ai trouvé Paschke très bon, mais je voulais vraiment parler de l'équipe d'Autriche en général, hein, Österreich, comme je l'appelle dans mes petits messages à toi, et une équipe d'Autriche vraiment cannibale, hein, puisque on a quatre Autrichiens dans le top 5 derrière Paschke, et notamment le trio Jan Earl, parce que pour moi Jan Earl est celui qui a le mieux sauté du week-end, même mieux que Paschke. Alors après on peut dire bah oui mais non il a fait cinquième et vainqueur, mais il a gagné deux qualifs. Schöffenig, qu'on n'avait pas annoncé comme un top sauteur, enfin en tout cas t'avais des doutes Oui. pendant la preview. On a deux podiums. Et puis Stefan Kraft, alors lui, de façon surprenante, a gagné, je crois, deux fois les premières manches et deux fois termine quatrième. Je l'appelle le Chococraft pour ses doubles médailles de chocolat. Et Hortner dont on reparlera. Donc globalement, moi je voulais vraiment féliciter cette équipe d'Autriche qui a montré les dents et là ça va être compliqué hein, si les Autrichiens sont comme ça sur des tremplins comme Lillehammer. Non, c'est clair, hein, le cinquième Autrichien dimanche, c'est Fettner, il est neuvième. Voilà quoi. Le Ouais. dernier Autrichien est rentré dans les points. À chaque fois, c'était Bauer, il était je crois, 21 et 27e. Enfin, voilà. Les sept Autrichiens à chaque fois dans les points. Bon, c'est plus une surprise, mais malgré tout, c'est quand même impactant. Et puis, tu voulais insister surtout que toi, Jan Earl, tu nous l'avais cité dans les favoris du week-end avant le week-end. Et Ouais. c'est vrai qu'il a aussi magnifiquement bien sauté. C'était propre à tous les niveaux de ses sauts. Et voilà, c'est un sans faute pour lui, à part peut-être sa tentative de bouc. Oui, bon, ça, c'est un esthétisme qui peut être remis en question. Donc voilà, hein, Pius Paschke et Österreich, c'est nos deux coups de cœur. Notre rubrique suivante, on veut faire un petit zoom sur un saut, enfin en tout cas sur la technique en général. Et je vais déjà te demander, Romain, quel est le saut qui t'a le plus convaincu, en tout cas sur ce week-end? Je fais exprès de botter en touche, comme ça je le fais une Ah, fois au début de saison, et puis parce que à mon avis il y en aura d'autres. J'ai mis non attribué parce que on n'a eu aucun saut au-delà du HS du week-end, si je me alors trompe pas en tout si, cas, en je vais, compétition. eh oui, Monsieur Stat, eh oui, en compétition, bien joué. Il a eu un saut au-dessus du HS en qualif. Tu l'as raté. Donc évidemment qu'il y a eu des très beaux sauts, et puis Et surtout qui a été fait dimanche. par Yann Earl d'ailleurs en qualif. Non mais vas-y. Non, non, mais évidemment qu'il y a eu des très beaux sauts, et puis dimanche il y a aucun comment dire, il y avait de la neige fraîche, 5 centimètres de neige fraîche, les sauteurs étaient ultra courageux alors, en vol, ça posait aucun problème, mais on voyait quand même souvent un petit blocage, il n'y a eu aucune chute. Donc Hmm. vraiment, c'était logique enfin, de toute façon, le jury a bien géré, hein, Alors sur cet Domaine est aspect-là. tombé, mais c'était pas lié à la neige. C'était pas lié Ouais, aux c'était neiges. samedi, ouais, voilà. Et Hmm. donc, mais voilà, c'est juste pour dire que, à mon avis, cette absence de HS, c'est plutôt dû aux nouvelles règles du télémark.
et je mets un gros warning tout de suite en disant la saison, elle va peut-être être un peu frustrante de ce point de vue-là parce que le jury, il sait que maintenant, il a vraiment la victoire des sauteurs entre les mains s'il les envoie à 142 mètres au lieu de 138. Et bah ouais, à 138, j'aime bien le saut. À 142, j'adore le saut. Et bah du coup, j'ai bien aimé les sauts, mais j'en ai adoré aucun. Ok, bah fair enough, hein, comme on dirait en Mm. anglais. Fair enough. Mais toi, je pense que du coup, tu voulais quand même respecter cette nouvelle rubrique et nous citer un saut en particulier. Alors moi, j'ai respecté la rubrique en effet et j'ai choisi le saut qui m'a le plus marqué, c'est le dernier saut en fait, l'avant-dernier saut du week-end, le saut de Jan Earl. Donc Jan Earl est deuxième de la première manche le dimanche avec un saut à 137 mètres. Il est juste derrière Stefan Kraft, il y a que 0,6 points qui les séparent. Et Jan Earl s'élance et atteint 139,5. Donc c'est le deuxième plus long saut du week-end, le plus long saut en compétition. Et ce que j'ai apprécié, c'est quand même les notes qui lui ont été mises. On a 3,19 et 2,18,5. Et quand tu verras les notes moyennes qui ont été mises, c'était vraiment un saut correct. Compensation négative pour Ian Earl avec d'ailleurs ça me surprend un peu de vent de face. Non, mais si, sur Non, l'épreuve, si, du sur la coup, fin, ouais. l'épreuve dimanche, ils ont tous eu, enfin, en tout cas, dans le top 10, ils ont tous un très léger face, Ouais, vraiment donc peut-être que proche de ça nul. peut-être que C'était, ça joue un petit peu, mais voilà. Moi, c'est ce saut-là d'Ian Earl, donc c'est lui qui remporte qui était, le premier trophée du saut du week-end pour moi. Et toi, tu as utilisé ton j'ai joker, utilisé donc tu mon pourras joker. plus te cacher derrière ce saut-là. C'est vrai. Alors, j'assumerai le reste de la saison, sauf si je suis saoulé tous les week-ends, mais ce serait quand même un peu dommage, surtout que on n'est pas là pour ça. Mais voilà, c'était un peu le mini, pas un coup de gueule, mais un peu légère inquiétude, on va dire, sur le déroulé des épreuves. On va s'enthousiasmer de nouveau. Will, quelle a été pour toi? On a mis surprise, révélation, parce que les révélations, ce serait un sauteur qui sort de nulle part, mais il peut y avoir des sauteurs qui ont moins performé et que là, on s'attendait pas à voir si haut. Là, tu peux en citer même plusieurs parce que c'est le moment de se réjouir de ce qu'on a vu ce week-end. Bah, d'autant plus que on le verra, hein, les favoris n'ont pas été tous au rendez-vous, donc on a sûrement 400 sauteurs à citer. Je vais commencer par Gregor Deschwanden parce que c'est pas un sauteur que j'apprécie énormément. Son gabarit, bon voilà, c'est pas une technique de saut qui me plaît, mais là, deux places dans le top 10, huitième et cinquième. C'était, je sais plus quel, c'était l'été dernier où il avait fait genre un super été, puis Oui, après c'est plus ça, rien. l'été d'avant. Ouais. Bah, deux podiums Donc, quand ou même la l'été saison d'avant, ouais. dernière, Ouais. mais deux Oui, oui, podiums. alors c'est vrai qu'il avait eu ses podiums. Donc voilà, moi j'ai mis Grégor, alors pas que ce soit un inconnu, mais c'est juste que là, être classé sixième de la Coupe du Monde, je l'attendais pas à ce niveau-là. Je n'avais pas remarqué des performances à Lillehammer extraordinaires, donc ça veut dire que globalement il est en forme. Et le deuxième, alors c'est pas tellement pour ses résultats, parce qu'on va dire que les résultats sont en ligne avec ce que je m'attendais. Mais enfin, en fait, c'est Arty et Gros. On a dit qu'Arty et Gros, il était 42e l'an dernier. Je le place dans le top 20. Et là, il fait 20e et 19e. Donc, on va dire, bah, pas de surprise. Mais si, quand même. Parce que je crois, avec l'autre Autrichien, que c'est le seul à être vraiment passé de gars placés entre la 40e et la 50e place et qui rentre dans le top 20. Arty et Gros, il bénéficie de façon évidente du travail des Norvégiens, puisqu'il est intégré à l'équipe norvégienne en tant qu'Estonien. Et donc, c'est un bon début. Et lui, vraiment, je pense qu'il va continuer sur cette lancée-là. Et donc, je le pousse en tout cas, avec cette 19e place au général, à continuer ses efforts. Oui, et puis Et toi, de ton côté, non, tu veux commenter sur Arty? ouais, un petit peu, ouais, parce que déjà, ça fait penser aussi un peu à Christian Ilves en combiné, qu'on a Hmm. l'occasion de sortir, on a sorti aussi l'épisode de présentation du combiné nordique, vu que ça commence bientôt, et ben, on dit le plus grand bien de Christian Ilves, estonien qui s'entraîne aussi en Norvège, et qui va peut-être chatouiller Rieber, et donc voilà, c'est intéressant d'avoir ce pays, l'Estonie, qui est sur la carte du saut et du combiné, grâce à ces deux têtes d'affiche. Et donc oui, pour mes sauteurs, bah, je voudrais commencer par Jonas Schuster, évidemment.
Et ça, je fais Ouais, c'est exprès ça. de te chambrer. En fait, en dehors de la private joke, donc évidemment, je voulais parler de Maximilian Ortner qui a fait un podium samedi, un top 10 dimanche. Et pourquoi Ortner? Parce que c'est le remplaçant de Danny Huber qui s'est blessé à l'entraînement, qui a ressenti une tension dans le genou, qui va être opéré et va rater vraisemblablement l'essentiel de la saison. Donc, numéro 7 autrichien qui débarque 2 jours avant et il tape un podium et il fait huitième dimanche. Donc, c'est pas un podium surprise. Donc, ça vient s'ajouter à tout ce qu'on dit tous les week-ends de la densité autrichienne. Et pourquoi je dis Jonas Schuster? Parce que voilà, vous avez écouté l'épisode de précédent de présentation, le débrief de l'été où on a un Schuster qui avait bien sauté. Et on se dit, bah, pourquoi c'est pas lui? Bah, parce que il vient, il aurait pu être le numéro 7. Et ben non, en fait, l'Autriche, ils avaient encore dans le chapeau un autre qu'ils ont évalué meilleur à l'entraînement, qu'ils ont envoyé. Et si Schuster avait été là, il aurait certainement bien performé. Podium, pas podium, on n'a pas de boule de cristal. Et en fait, c'est le tiroir sans fin, en fait, du saut autrichien. Pourquoi ils ont pas mis Egner? Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, ils ont des Et- tiroirs à chaque âge, en fait. Parce que Schuster, c'est un 2002, je crois. hmm, Ortner, on a vu qu'il 2002 il avait aussi. 22 Je ans. crois que Schuster est Non? 2003, je crois. Ah oui, voilà, Ortner ils sont et 2002 puis Egner a plus de quasiment 30 ans. et Egner, Et on a d'ailleurs, ouais. Leitner, on a Volgenant, et puis on peut en citer une équipe entière qui rentrerait dans les points. Et c'est d'ailleurs, oui, c'est peut-être plus que Schuster, c'est peut-être Egner qui doit se dire mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être en équipe? Bah, tu peux rien faire de plus, quoi. Ils emmènent Ortner, il fait podium. Et comment le sortir maintenant, quoi? Enfin, c'est Non, irrationnel, mais quoi. bon, après, il y a Nicky Hummel, hein, je veux dire ça, il attend aussi, hein, mais bon, lui, c'est un 2007, donc il a un petit peu le temps. Mais voilà, on Et a. puis, c'était Alors, beau aussi de le voir sincèrement heureux aussi, Ortner. Enfin, parce que ouais, là, il était heureux, et moi, franchement, le dimanche, je donnais pas cher de sa peau, hein. ouais, il a pas eu de décompression. Non. Non, c'était beau. Et puis l'autre sauteur, et je pense que là, tu vas être content d'en parler, c'est Tate France. Mhm, 2 fois 10e. Et alors, je veux insister sur, peut-être même plus sur la 10e place de samedi, avec, attention, assieds-toi bien, 39 points de compensation euh, de Vando, du coup, hein, en deuxième manche, 21 en première manche. Comme tout le monde, hein, ils ont tous eu ce genre de compensation, mais tes friends ont dit, ah, c'est un voleur, c'est un voleur. Et ben, le gars, 2 mètres et demi de Vando, il saute super bien. Et bah, quand on lui met un vent neutre et puis léger face comme le dimanche, bah, il saute super bien. mhm. Voilà, c'est impressionnant. Top 10 des États-Unis, double top 10, sans que ce soit un peu comme Egro, hein, de toute façon ils s'entraînent en même temps, sans que ça soit une méga surprise. C'est de la genre de confirmation qui fait plaisir dans le paysage, quoi. Ouais, alors sur Tate France, en visu, là, dixième, 2 fois, bah, c'est extraordinaire. Mais avec certains, je sais plus, il a fait des sauts de qualif quand même mieux. Et moi, je m'attendais, enfin, je pensais qu'il pourrait faire mieux que ça. Il Mais fait c'est dixième bien. dimanche de la qualif, donc il était abonné. Ouais. Et il fait Ah bah ouais, non. neuvième samedi de la Ouais. qualif. Bon, non, en Donc fait, je pense que la c'est tout un peu dans le régularité. même. C'est ça. Mais voilà, il a très très bien sauté aux entraînements et c'est vrai qu'il a été très très solide et on est ravi pour Tate en tout cas qui est vraiment le jeune qui monte. Voilà. Et puis je voudrais juste, puisque tu as parlé de Tate France, et on n'aura pas forcément l'occasion de reparler de lui, mais mon petit jeune Félix Strunz qui a eu le droit de participer et qui a mis des points samedi, non? Aïe, Ou aïe, les aïe, 2 jours, j'ai mais en pas tout cas il a préparé mis. la Ouais, qualif, passer la qualif, je dirais oui, mais des ouais, points, non, si c'est sûr qu'il a mis des points, mais on va retrouver le petit Félix un petit, qui s'est perdu au fin ouais, fond du Haman a mis un classement. point quand même, hein. C'est pas, Non, il a pas mis de points. Non, non, il non, était juste là. C'est il déjà était pas là, mal mais pour lui. voilà, il est 2005, hein, comme ton Donc Nicky voilà Hummel, mais pour les révélations. Alors, puisqu'on dit révélation, on va faire la rubrique suivante qui est qui sont les déceptions. Donc là encore, hein, c'est un, 2, 3, c'est libre vraiment de faire parler son cœur et tous ces gens qu'on attendait sur la boîte et qui ne l'ont pas aidé, donc pas été. Donc qui tu avais dans ton viseur? ah, moi, c'est pas mon cœur que je vais briser, c'est le tien. Ah ouais, non, mais tu peux Marius, pas. C'est Marius, interdit. Marius Lelvik. Ah mais non, mais Ah il bah aime pas si. Lillehammer. C'est pas la peine de le juger sur ça. Non mais on a vu les mêmes sauts. C'est même pas une question Et- de Lillehammer ou pas Lillehammer. Il a refait là, dimanche, il a fait un saut
un 1 millième de seconde, paf, il était la tête dans Bah les ouais, mais skis. c'est, tu sais, c'est l'aérodynamique, ça. Ouais, mais ça s'appelle un On coup de y va, frein quoi. et C'est à plein les watts, quoi. il y a plein de, oui, ça, et les watts, il les a, mais quand tu mets les watts et le frein à main en même temps, c'est compliqué. Et donc, il nous a un peu, alors c'est pas catastrophique, hein, il est là, 18e, 11e, mais le gars, il vient de 3 victoires. Et en plus, il a très bien sauté vendredi, hein. Il était bon, hein, dans le par équipe. Un Non, mais petit tu peux peu. pas le juger sur Lillehammer et Ruka. Il aime pas ces tremplins-là. Tu le jugeras à Visla, puisque c'est un tremplin qu'il aime, et tu le jugeras à Engelberg pendant la tournée. Si après la tournée, ou Non, si à Visla et Engelberg, il se vautre, mais là, non, pas sur des tremplins qu'il aime pas. C'est facile. c'est ton argument et tu le défends extrêmement bien, donc je vais suivre ça. Mais je mettrai quand même une petite pique à Ruka si jamais il est pas dans le top 10. Mais non, mais il aime pas Ruka, il sera peut-être pas dans le top 10. Et bah écoute, on verra. À Et donc Visla, je toi, t'ai dit. ouais, ouais, mais moi je serai pas patient comme ça. Ouais, c'est Et ça. de façon générale, même par exemple Granerud n'a pas été exceptionnel. Alors je sais pas s'il aime ou pas Lillehammer, mais c'est embêtant, hein, c'est quand même leur tremplin maison. Si, Granerud, c'est plus son tremplin. Il aime pas Visla, Granerud, si tu Ouais, Granerud veux. 12 et 11, donc voilà, c'est pas du Non, tout non, Granerud, calamiteux. je suis d'accord avec toi. Puis techniquement, Super instable. je l'ai pas Enfin, propre. Pas c'est ouais, pas propre. propre. Mm. Forfang, 9e et 14e. En fait, Forfang, il aime pas Lillehammer. Donc, on va lui. et puis même, allez, on va aller jusqu'à pousser jusqu'à Sundal qui était très bon. Aucune Ouais. discussion là-dessus. Mais en fait, quand on a vu les sauts du vendredi, on aurait pu se dire que finir le week-end sans podium, c'est frustrant pour lui. Ouais, mais bon, on va dire quand même ce qui lui est arrivé, Hmm. le pauvre, pendant la qualif De du samedi. dimanche. En fait, ils ont bougé Samedi, donc la. Non, samedi, ouais. ouais, Ils ont bougé la porte, là, au moment où il allait sauter. Et il a un réflexe. En fait, ils l'ont poussé dans la trace, quoi. c'est Et tu le incroyable. sens là qui se met en position, mais bon, je pense pas que ça ait joué parce que déjà, enfin, je sais pas. Ouais. Ouais, il a eu peur quand même, hein. Il a eu peur, ouais, non, mais Il a c'est eu normal. peur, mais il a été incroyable de réactivité et il est parti au feu orange, hein, il aurait dû être théoriquement disqualifié, mais en fait, il Ouais, n'est pas parti, on l'a fait partir. on l'a Évidemment, fait le saut a partir, été monsieur. validé, la FIS a dit, bon, on a bien vu ce qui s'est passé. Je sais pas, il a peut-être eu peur, ça, il l'a exprimé. Maintenant, bon, là, c'est certainement un des meilleurs week-ends de sa carrière, donc impossible de l'appeler déception, il est 6e et 7e. Mais c'est vrai qu'à un moment, vendredi soir, dans nos petites discussions, on pouvait le voir podium, quoi. Est-ce que tu as d'autres sur ta liste? Et ben, un petit mot rapide sur les Polonais, parce que c'est un tiers de surprise, on va dire. Ils n'ont pas été flamboyants, mais on est dans la lignée de la saison précédente, avec un Pavel Waszek quand même pas trop mal. En tout cas, lui, il fait un bon week-end à son niveau, mais je crois qu'en termes de points, ils sont sur un des records de faibles points sur leur, un week-end inaugural. Donc, on verra le week-end suivant. Je vais plutôt t'interroger toi qui tu voulais mettre en avant. Bah, moi, c'est pareil, c'est un peu tôt pour vraiment mentionner des sauteurs. Je vais quand même en mentionner un parce que on avait dit qu'il faisait partie des favoris pour le globe et quand tu fais partie des favoris pour le globe, faut être d'entrée dans le game, quoi. Et je trouve que Wellinger, 12e, 7e. Alors oui, il aime pas Lillehammer, je l'avais dit dans le preview, mais il a déjà lâché 42 points sur Kraft, quoi. Alors après, il a plus de points que d'autres, comme Kobayashi. Mais voilà, avec l'été qu'il avait eu, je m'attendais mieux à Wellinger. Euh, Hmm. bon, et puis je l'ai trouvé ouais, un peu fade. En fait, il a fait un très beau saut, le deuxième saut samedi, qu'il l'a remis dedans. Dimanche, c'était pas dégoûtant, mais il a mis du temps. Donc voilà, est-ce que ça veut dire qu'il se met en route et qu'il a juste laissé passer le samedi? Donc à voir. Et sinon, moi, c'est côté japonais. Bon, alors là, enfin, tu vois, on parle des Polonais, mais au Japon, mais c'est terrible, quoi. Alors, soi-disant, Kobayashi était malade, donc il fait 16e, 17e. On l'a pas mis ni dans nos déceptions parce qu'on peut pas trop juger de la vérité en fait derrière ça.
Donc bon, mais Kobayashi doit faire mieux que ça. Et alors après, c'est le néant. Alors il y a ton ami Randy Kaido qui a fait 25e. Alors lui, c'est toujours le petit coup de tête à la fin, genre j'accélère, un petit coup de tortue là. Peut-être derrière enfin, les skis qui passent, les spatules derrière les oreilles, mais ça le freine aussi, hein, c'est comme... Ouais, voilà, donc Nikaido, disons deuxième meilleur, mais alors derrière là les autres, mais c'est à vomir quoi. Nakamura, Junshiro et le Keshi là, enfin voilà quoi. Je, ça dure. les Japonais là, je sais plus quoi faire. Ils sont en Mm. train de tomber petit à petit et je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais Ouais, c'est compliqué là. ouais, c'est ça. Et puis si en plus leur locomotive est un peu en panne, mais bon, comme tu dis, c'est le premier week-end. Mais l'année dernière, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt, Ryoyu. Et donc il faut que l'arbre reste en forme pour sauver un peu l'équipe. Ouais. C'est ça. Donc Ryoyon, on le verra à Ruka. Je crois que Ruka fait partie des tremplins qu'il apprécie, donc on devrait le voir fort. Euh, on a eu la chance d'avoir une belle équipe de France, trois masculins. Est-ce que il y a un des Français alors il y en a deux qui démarraient en Coupe du Monde. Qui t'a le plus impressionné des Français? Bah, du coup, tu me donnes la parole en premier, je vais dire Valentin Foubert, évidemment. Frustrant samedi parce que disqualifié en qualification. Et dimanche, il fait top 10 de la qualif, 21e de l'épreuve, c'est son meilleur résultat. L'année dernière, il avait fait 23e une fois dans une épreuve venteuse à Willingen. Là, dimanche, c'est l'inverse d'une loterie, c'était ultra stable. Donc en gros, c'est l'épreuve qui reflète ton niveau. Et bah, il est là, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on espérait vraiment voir, la conversion des épreuves estivales, l'avoir en point dès le début ce week-end. Bon, voilà, il y a eu une épreuve, il n'a pas pu concourir. Il y a eu quand même beaucoup Alors de qu'il disqualifications. il avait fait une belle qualif, hein, donc C'est ça. Et il avait bien sauté aussi en vendredi. Donc voilà, il est au niveau attendu. C'est un peu trop dur parce que, mais espéré de lui. Donc ça, c'est chouette. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus, le staff va l'envoyer à Ruka euh, pour poursuivre du coup le circuit Coupe du Monde, le jugeant assez en confiance. Donc mhm. voilà, faut voir ce que ça peut donner. Ce serait bien qu'il y ait des bonnes conditions à Ruka, peut-être un poil de vent de face. Là, il s'est bien défendu. C'est vrai que j'étais frustré de le voir, de pas le voir samedi, parce que oui, t'as raison, il avait fait la qualif. Non, ça a été disqualifié en qualif après un bon saut, parce que ouais, je pense qu'il est très bon avec le vent de dos. Mm. C'était un peu le cas déjà à Courchevel. Je pense que sa forme de vol, à sa légèreté, parce qu'il est extrêmement léger, euh, peuvent le favoriser, enfin favoriser, fait son style de vol adapté au vent de dos. Et c'est un peu le vent qu'on a le plus souvent en Coupe du Monde. Donc j'ai hâte de voir la suite des événements. Ouais. Et toi, du Ouais, coup, donc tu voulais non, mais je suis d'accord, hein, très Claude? belle performance. 24e de la première manche dimanche, il termine 21e en gagnant 3 places, donc des sauts aux alentours du point K. Non, très belle performance. Moi, je voulais quand même citer Enzo Milesi, dont c'était la première Coupe du Monde, qui a fait une 45e place dimanche, à la suite d'une qualif où il est 48e, donc il passe de peu, mais il passe quand même. Ensuite 45e, donc il en met 5 derrière lui. Il a fait son meilleur saut à 109 mètres pendant la qualif de la plateforme 8. Euh, bon, il n'a pas eu de mauvaises conditions. Il n'a jamais eu ni la pompe, il a plutôt eu des vents nuls. Mais voilà. Non, Il vraiment, je était... trouve que il a été régulier autour de la. Bon, il a fait 58e de la qualif samedi, mais globalement, il est au niveau là, près de la qualif. Donc, je suis pas sûr qu'il emmène à Ruka. Non, non, il Non, est il pas l'emmène pas, sélectionné. ouais. Il est Et pas il était dans le sélectionné. par équipe aussi qui est rentré dans Ouais. le top 8. Et donc c'est aussi des points au classement des nations à une finale. Mm. C'est pas négligeable, hein. On rappelle que les quotas pour les JO se jouent bah, depuis cet été, hein. Donc chaque épreuve compte pour marquer des points pour l'équipe de France pour gagner des quotas. Ça a bien commencé cet été avec les Grands Prix d'été et voilà, la France a mis au classement des nations déjà des points dans un par équipe et grâce à Valentin Foubert. Donc c'est vraiment c'est satisfaisant. On espère peut-être parfois toujours un peu plus, mais il faut se rappeler quand même d'où vient l'équipe de France il y a 2 saisons.
il y avait eu aucun saut au niveau Coupe du Monde d'aucun homme. C'est vrai que là, avec trois sauteurs, donc le dernier sauteur, c'est Harry Replin qui, lui, malheureusement, n'a pas passé la qualif les 2 jours. Il termine 54e et 51e. Donc vraiment, le deuxième jour, ça Mm. s'est joué à rien, quoi. Une disqualification et ça passait, quoi. Et Euh, le premier jour, il y avait le groupe national norvégien, donc un pays ouais. fort. Dans un pays avec un groupe national moins fort, ça peut passer dans les 50. Mm. Alors il fait 116 mètres et on peut dire ah bah, il a mis quasiment 8 mètres à millésime et lui il est parti de la 12 euh, Ah parce qu'ils oui. ils ont baissé la plateforme après, mais quand il est parti de la 8 qui était à peu près la plateforme utilisée plus tard, il a fait 106 mètres, donc il est au niveau de Milési, il a fait 3 places de moins que lui. Bon bah voilà, si Milési peut faire 45e, Repellin il peut faire 45e aussi. Donc bon, ils partent pas à Ruka, mais j'espère qu'on les reverra parce ils sont limite qualifiables. Comme tu l'as dit, c'est inespéré par rapport au niveau de l'équipe de France qu'on avait pendant nos premières années du podcast là. En tout cas, de l'équipe de France masculine de saut. Oui, parce qu'il y a d'autres qui performent, mais en tout cas, on espère. Enfin, déjà, on va suivre Valentin là, à Voilà, Ruka. Ça va Valentin. Et être. puis bon, peut-être qu'on pourra pas à chaque fois faire une rubrique française, mais quand on le pourra, on le fera. Ah bah On va déjà, aller le plus sur week-end des. prochain, on sait déjà qui sera le meilleur français. C'est ça qui sera le meilleur français. On va passer sur des rubriques un peu plus random, bizarres. On voudrait un peu parler du malchanceux du week-end. Bon, on a parlé de Sundal, mais Sundal, il a quand même fait de bonnes places, donc on va parler de gars qui n'ont pas été mentionnés jusque-là. Allez, oui, Qui celui qui tu as n'a mis pas. Bah, tu veux que je commence? Alors moi, Ah oui, c'est un choix du cœur. C'est mon cœur qui saigne aussi. c'est C'est ça. Benjamin Oswald. Voilà. Ah Si oui, vous nous écoutez de façon régulière, vous savez que, en fait, on a inventé, ça y est, la roue perpétuelle de Benjamin Oswald. Brille en Coupe continentale, gagne le quota pour la Norvège, va en Coupe du Monde, se foire en Coupe du Monde, retourne en Coupe continentale. Et malheureusement, ce week-end, c'était l'étape se foire en Coupe du Monde. Donc, groupe national, disqualifié à la qualif, pas d'épreuve, retour en Coupe continentale parce qu'il n'y a pas de quota pour lui. Bye bye ouais. Benjamin. Et donc, eh ben, il sera certainement très bon en Coupe continentale. Non, ouais, j'avoue que c'était compliqué pour lui, hein. Et toi, alors, qui tu veux citer? Alors, ben moi, je vais te citer le gadin du week-end. Ouais. Alors franchement, si vous avez pas vu sa chute, il faut vraiment aller voir la qualif du samedi. Mais Domen Prevuc, il s'est pris un de ces gadins. Alors je rigole hein, parce que il s'est relevé direct et il avait pas l'air traumatisé, mais elle fait ultra mal, hein. Franchement, il m'a fait peur Ah bah, Domen, il hein. a fait un Il truc a fait un soleil, ouais, et puis il a fait un truc qui vaut des points en ski acrobatique c'est ça. et en skateboard. Il a fait un beau grab, comme on dit, hein, si vous connaissez un petit peu les sports extrêmes, un beau grab. Mais les grabs en saut à ski, ça vaut pas de points et attraper son ski à la main. Donc un grab, c'est attraper son ski à la main. Et bah c'est spectaculaire, mais c'est surtout dangereux. Et j'ai beaucoup entendu que c'était la la fixation qui avait cédé, mais j'ai regardé. Alors, il faudrait encore que je regarde, mais je suis pas certain, hein. Il la Je regarde de suis pas près à la sûr non fin, mais plus. moi, je crois que c'est vraiment une faute technique, hein. Ouais. Il est déstabilisé et pour le coup, après, il fait un truc pour essayer de se rattraper en tenant le ski. C'est Non, mais irréel. c'est ouf. Non, mais C'est ouf. franchement, là, ça montre que c'est un kamikaze, ce gars. Enfin, en tout cas, il a quand même eu la chance, lui, de faire 2 entraînements, bah, Oswald aussi, hein, je pense, où en gros, il se serait placé, je l'évalue aux alentours de la 47e place. Donc voilà, il n'aurait pas fait des miracles. Et qu'a-t-il fait Euh, dimanche, du coup, mon cher Will? mais il n'est pas Parce- venu. Et si, il était Mais là. non. Ah Et bah si, non. si, il était Ah là, bah, mais je ne l'ai pas vu alors. disqualifié. Ah, disqualifié. Oh, putain, c'est ça qui me manquait. Je l'ai même pas Disqualifié noté. pour combinaison à la Oh qualification là. du dimanche. Ah là là. Alors lui là, il a une bonne tête de vainqueur. Ouais. Ça me Donc, rappelle, il y en avait pas un là comme ça qui était un des derniers concours de la saison aussi qui avait eu un week-end pourri là. Je sais plus qui c'était. ah bah si, Où on puis il y a s'était eu, bien foutu. on a eu Oh là, c'est Lilian terrible. Tréant
à Ah oui, Chaux-Neuve qui a oui. eu des disqualifications et puis le jour où il peut sauter, l'épreuve de saut de fond a pas eu lieu. Est annulé, De ouais. temps en temps, il y a un sauteur ou un Un Congrès sur lequel Chanois. il y Bon, a et le là, sort là, là, s'acharne. domaine, on lui donne le prix par rapport à Benjamin. Là, je pense qu'il n'y a pas, Ouais, il y a pas allez. photo. Donc voilà pour le malchanceux du week-end, donc des Oscars qui sont remis à ces gens-là. On voulait, avant d'attaquer des questions plus de fond, passer un peu sur la rubrique des inattendus, un peu les LOL du week-end, des choses qui nous ont fait un peu rigoler. Alors, qu'est-ce qui, toi, t'as fait marrer ce week-end? Eh ben, marée, ou en tout cas un peu sous forme de petite punchline. Grande nouvelle, Vladimir Zogravski est en vie. Nous l'avons vu. Il Nous a l'avons même vu. marqué un point, je crois, si je me trompe pas, ou en Ouais, tout cas, il était il a très, terminé 31e le samedi d'ailleurs. voilà, et il a été 29e. Donc, on l'a pas vu de l'été, en tout cas pas de façon performante. Donc, voilà, c'était juste un petit clin d'œil, rien de personnel évidemment, et même pour le malchanceux, on rigole, hein, mais vous savez à quel point on admire ces sauteurs et si on en se permet d'en rigoler, c'est déjà qu'ils ils sont sur leurs deux pieds et puis que on essaie de mettre de la légèreté, mais on les admire avant tout. Et Ouais, toi, il y non, a un pays, alors on a cité un de ses représentants, mais c'est le seul qu'on a cité jusque-là. Est-ce c'est que tu peux me ça. parler d'un autre pays? Alors, alors j'ai lu ça hein, dans un article de presse qui est passé le lendemain que il semblerait que la Slovénie ait envoyé des sauteurs à Lillehammer. Ah Ça ouais, reste. Ah oui, ah non, mais c'est au conditionnel hein, parce ouais. que T'es on sûr ne ils sont les a pas pas venus vus. visiter un appart pour l'acheter ou un Je truc? sais pas, mais je pense qu'ils n'ont pas compris que la Coupe du Monde démarrait. Alors Domaine est venu faire du freestyle. Euh, Anche, bon, il a Ah, il il a tenu la a, baraque, il a mais c'est tenu vrai la que parade. Timi Zajc, 44e le samedi, au revoir, merci. Bon, il a fait 16e le dimanche, mais ouais, non, la Slovénie, mais bon, je pense qu'ils n'avaient pas coché la date, donc faut aller voir à Ruka, hein, parce que là, ils n'ont pas été là. Et toi, il y a aussi, il y a autre chose, toi, t'aimes pas qu'on ouais, change de plateforme, toi. un petit clin d'œil, parce que je pense que la dernière fois qu'il y avait aucun changement de plateforme d'une épreuve entière, c'était dans la tempête absolue sous la pluie à Willingen. Et là, il a fallu que ça soit la tempête de neige pendant toute une épreuve pour qu'on retrouve une épreuve entière sans changement de plateforme. Donc le dimanche à Lillehammer. Et donc c'est un petit clin d'œil croustillant à se dire, faut-il des conditions calamiteuses pour voir toute une compétition de la même plateforme? C'est un peu le paradoxe ultime. On pourrait penser que pires sont les conditions, plus il y aura de changements de C'est ça. plateforme. Et donc c'était l'inverse. Et Alors, donc il bah, c'est faudra retenir hein, dans notre classement des technical delegates que c'était Gabriel Gross qui a été le technical director. Je pense qu'on peut lui mettre une note correcte de gestion des plateformes, bah même si oui. j'aurais bien aimé voir plus de choses au HS. Mais bon, Bah, il a fait voilà. ce qu'on lui a demandé, surtout dimanche, hein, vraiment Ouais. la neige fraîche qui freine. On aurait pu voir des sauts, des chutes à la Hamann il y a quelques années à Bischofshofen, donc on l'a pas eu cette chute-là. Ils ont Mm. tous assuré, ils ont quand même tous fait des télémarques. Respect, vraiment respect aux sauteurs et aux sauteuses hein, qui ont sauté dans les mêmes conditions. Voilà, alors on va passer à une rubrique un peu plus de débat, hein, rapide, hein, on va pas non plus y passer longtemps, mais on va réfléchir hein, sur des sujets qui pourraient être des sujets au bac de philosophie. Hein. Et le premier que je voudrais te poser, c'est qui a le moins perdu dans les prétendants au titre, Romain, selon Et toi? bonne question. C'est vrai que on n'a pas eu les vainqueurs attendus de notre review. Ah, je pense que Stéphane Kraft, bah pour le coup, il est à la place que tu lui as attribuée au classement de la Coupe du Monde. C'est Il est ça, il est là. quatrième. Chocolat Kraft. Chococraft, ouais. Mais du coup, c'est un peu le premier des tout favoris, sans faire injure aux autres, hein, parce que c'était pas number one. Earl à suivre quand même, à ne pas Ouais. le truc. Chouafeni, je l'ai dit, moi j'y crois pas, mais bon, il sera là peut-être quand même toute la saison. Donc ça me paraît être le premier des prétendants très très sérieux au globe après ce week-end, sachant que comme tu l'as dit, il a déjà une quarantaine de points d'avance sur Wellinger. Donc, c'est vraiment rien, c'est l'écart entre une première et une troisième place, hein.
Mm. mais et en même temps, tu vois, c'est un week-end un peu mitigé pour lui, quoi, parce que bah, on sort de la saison qu'on connaît. On n'a vraiment pas l'habitude de voir Kraft pas sur le podium, Kraft qui dégringole en plus. Ouais. Mais tu Le sais pro- à quoi ça me fait penser? Pendant le Tour de France, pendant la première semaine de plaine, ils te mettent toujours le classement des favoris pour voir qui est-ce qui a perdu des Hmm. places. Donc là, tu as un peu le classement des favoris où on aurait Kraft, Wellinger, après ensemble Granerud, Lindvik, Kobayashi, puisque c'est nos 5 favoris. Et donc on ne peut pas perdre le globe. Non, c'est quoi? C'est pour la première épreuve, on ne peut pas On gagner le gagne pas globe, mais on le peut le tour perdre. sur la première semaine, mais on peut le perdre Voilà, donc là, c'est pas la première semaine, c'est la première premier période week-end. Donc Ouais, voilà, donc Kraft, non, mais je suis aligné avec toi, hein, aussi bien d'un point de vue numérique que d'un point de vue visuel, puisque Wellinger, Granerud, Lindvik et Kobayashi, tous n'ont pas, soit par des erreurs techniques pour les Norvégiens, soit par une absence totale de Niak pour Kobayashi, mais il y avait potentiellement la maladie. Wellinger plutôt plat, donc j'ai quand même Kraft, il a gagné 2 manches, hein, donc on peut, mais ouais. un hurl comme ça, bah, enfin, je sais pas pourquoi j'évacue Pachke, mais ça peut être lié à notre deuxième question, on va dire, mais Euh, un Earl comme ça, c'est un gars qui a l'habitude de faire la saison complète, de jouer les top 5 Mm. tous les week-ends. À un moment, c'est aussi de passer des paliers, tu vois. Et donc ça va être Ah, intéressant dès Earl, le je week-end l'avais mis prochain. juste après eux, hein, moi, Mm. donc je suis pas surpris. Donc voilà mais ouais, c'était intéressant comme question et ça peut être un peu un fil rouge aussi pour une fois, parce que ces dernières saisons, on a eu des grosses dominations de gros favoris tout de suite. Là, on a des noms de favoris de la liste bis, quoi, on va dire. Et moi, je voulais te demander, alors sous un ton un peu ironique, euh, pourquoi Pius Paschke va gagner la tournée? Justement, est-ce ironique ou non, penses-tu? Bah, si, en fait, soit on prend l'état présent, il est maillot jaune, pour moi, il n'a pas été, j'ai trouvé Earl meilleur, donc j'ai envie de te dire que s'il y en a un qui va gagner la tournée après le premier week-end, c'est Earl. Mais bon, pourquoi est-ce qu'il gagnera la tournée? Bah, parce qu'il est mature, que ça fait maintenant 2, 3 saisons qu'il est au top niveau, que s'il la gagne pas cette année, bah, il la gagnera jamais. Et puis, il sera porté par sa Mannschaft sur les 2 premières épreuves. Donc, pourquoi pas? En tout cas, il a plus de chances que les autres années, j'ai envie de te dire. Ouais, et est-ce qu'il ferait pas le meilleur paravent possible pour Andreas Wellinger? Un peu Ah, comme ça, un ouais, Richard Freitag, je c'est pas crois, une bête, saison ça. ou deux, qui était Ouais. arrivé devant Freund. Et finalement, c'était Freund qui avait fait la meilleure tournée, mais il faudrait vérifier dans ce sens-là. Mais genre, Mm. Pius Paschke qui nous fait et ben, il prend toute la lumière, il prend toute la pression, parce que si nous, on se pose la question, là, dans notre petit podcast en France, les médias allemands, il faudrait pas qu'ils gagnent une fois ou deux à Ruka pour qu'ils se la posent pour de vrai, la question. Ouais, ouais, non, Et, c'est vrai, c'est vraiment vrai. et pendant ce temps-là, parce que je pense que Wellinger étant la meilleure chance sur ce qu'on a vu les saisons précédentes de vraiment de gagner la tournée pour l'Allemagne, est-ce que si Mm. Pius là reste devant, il ferait pas le jeu de son coéquipier en termes de pression? Ouais, ouais, non, c'est bien pensé, mais en effet, je pense qu'il faut attendre encore, comme tu le dis, une épreuve supplémentaire, où là, par contre, s'il a engrangé 400 points, ça peut commencer à y aller. Et en plus, comme je te disais, hein, c'est quelqu'un qui aime bien Ruka. Donc il y a des chances qu'il réédite la même chose à Ruka. Alors il le fera peut-être pas. Par contre, j'ai noté quoi? Ouais, alors Visla, hein, encore ce fameux Visla. Hein. Non, c'est à Titizé qu'il est nul, lui. Il n'aime pas le tremplin de Titizé. Ouais, non, Ah, c'est je pas pense trop. qu'on y va. On y va. Mais c'est vrai que Lillehammer, il s'avère que dans mes stats, sur les 3 dernières années, c'est le meilleur à Lillehammer en termes de niveau. Avant cette Avant épreuve-là. cette épreuve, d'accord. Ouais, Ok. ouais, avant cette épreuve-là. Ouais, ouais. Donc, ouais, j'avais de bons espoirs quand même sur lui. Dernière question avant qu'on continue sur nos rubriques. Il y a une nation qu'on n'a pas mentionnée et qui pourtant, au vu de l'échéance de 2026 de Cortina Predazzo, l'Italie,
Est-ce qu'ils sont pas déjà au pâquerette à un an des JO? Est-ce que tu es inquiet en tant que fan transalpin, si tu étais fan transalpin? Non, pas encore. Parce que INSAM a fait un bon été. Voilà, c'est ça que je dirais en fait. Parce C'est qu'un que bon été, ça rassure. c'est mieux que de faire un mauvais été. C'est mieux que de faire un mauvais été. Non, c'est vrai que le week-end italien est pas bon. Ils n'ont pas été en manche finale du par équipe mixte. Et c'était clairement les hommes qui étaient à l'origine de ça, hein. C'était eux Hmm. qui ont pas été les meilleurs. Francesco Ceccone, ça passait pas les qualifs. Et Insam n'a pas marqué le point alors qu'il s'est battu tout l'été. Donc, moi, j'avais demandé dans le preview s'il avait pas mangé un peu trop d'énergie à se battre pour le classement général. C'est évidemment trop tôt pour conclure. Prager, il a fait aucun bon saut du week-end. Bah, Ah ouais, non, lui, enfin, moi, dans mes stats, il est 5 mètres derrière Mizernik et Spulber, qui est un peu, tu sais, c'est comme l'échelle de Richter, quoi. T'as l'échelle de De Spulber. Mizernik, Spulber, qui te donne à peu près ton niveau. Après, t'as le Kalinichenko, qui tu sais, t'es un petit peu au-dessus. Après, Ouais, t'arrives sur c'est, l'échelle du Bédir, ou du Keiichi Sato, qui est un tout petit peu au-dessus. Mais alors, l'échelle du Spulber, quand t'es 5 mètres en dessous, c'est ouais. vraiment qu'il faut aller refaire tes gammes. Là, le Camprager, c'est dur. Et Ouais, non, c'est clair. Insam, il a été. Derrière les deux Roumains, bah voilà, hein, Mais ils ont, Cassina n'a pas été mauvais, hein. Il a aussi bien sauté que les Français, hein, Mm, Cassina. mm. Non, non, mais voilà. Donc, D'accord, donc t'es pas inquiet, mais t'es quand même inquiet. non, mais inquiet. T'es pas inquiet pour Insam, en fait, mais t'es inquiet pour les autres. Oui, les autres étaient pas bons là ces dernières semaines. On verra ce que ça donne. Et on verra ce que ça donne INSAM. En fait, j'avoue, ouais, il a pas passé la qualif dimanche et samedi non plus. Ouais, c'est pas Non, top. mais il est vraiment nul. Je n'essaye pas de... Ouais, c'est pas top, j'avoue. Là, Bon. peut-être. Je remonte un petit cran. Et toi, tu avais posé la question, donc est-ce que tu avais quelque chose à dire sur ça? Non, moi j'ai rien à dire. J'ai posé la question parce que je l'ai trouvé très mauvais. Mais après, il n'aime pas Lillehammer selon mes stats. Donc il aime un petit peu plus Ruka. Il aime beaucoup Bischoff. C'est bizarre d'ailleurs. Mm, mm. Pourquoi est-ce qu'il aimerait Bischoff? Grande question Il, sur il ce. est, il est patient, parce que il faut Il est être patient patient. pour, C'est ouais, ça. il faut être très patient pour aimer Bischoff, ça fait. Ok. D'accord. Ben voilà pour cette question. Eh ben, on va surtout passer maintenant à ce qu'on attend avec assiduité, des chiffres, des chiffres et des chiffres. Et alors, comme tu en as plein, je J'en te ai plein. propose de donner le mien d'abord, et après, tu Vas-y. auras le micro ouvert. Le coefficient de loterie, parce que on a décidé de reprendre ce coefficient cette saison, ça peut aider à analyser. Alors voilà, en fait, on l'a pas forcément dit au début on n'a pas forcément dit plus tôt, mais moi, ça m'a servi clairement pour analyser ce que j'allais dire. Et le coefficient de loterie de samedi est de 10,5, ce qui constitue un record depuis qu'on fait ça. C'est pire que des épreuves à Sapporo. Voilà, c'est juste une façon de dire. Et par exemple, comment dire, donc samedi, il y a 15 sauteurs, donc la moitié des sauteurs qui ont fait plus de 10 places d'écart entre deux de leurs sauts. Un exemple, par exemple, pour illustrer ça, bah, tu l'avais cité, Wellinger, par exemple, était 28e de la première manche, deuxième de la deuxième. On a eu du Eisenbichler qui a fait 30e et 11e et ainsi de suite. Donc énormément d'écart entre les sauts. Et 24 sauteurs ont eu plus de 5 places d'écart entre leurs deux sauts, donc quasiment tous les sauteurs. Donc c'est la définition euh, potentielle d'une loterie. Le seul point rassurant, c'est que sur les meilleurs, le coefficient est de 5. Donc il est un peu plus bas et il n'y a pas eu de grands changements, même s'il y a eu des remontées quand même, parce que qui est remonté de la sixième place. Voilà. Et dimanche, bah, c'était l'inverse, c'était quasiment le record bas 3,5 de coefficient de loterie, aucun sauteur qui a plus de 10 places d'écart entre les deux sauts, seulement 7 sauteurs sur 30 qui ont plus de 5 places d'écart entre leurs deux sauts. C'était une épreuve, bah là, c'était des conditions laboratoires et là, ça donne de la valeur aux analyses qu'on a pu faire. Bah écoute, merci pour ces loteries. On va commencer par le classement de style, hein. Donc, le vainqueur du classement de style, alors c'est pas une surprise, par contre le podium l'est un peu plus. C'est Pius Paschke qui a remporté le concours de style avec 18,6 de moyenne sur l'ensemble des juges.
Il met 1 dixième pardon, à Tchefenik, donc 18,48, donc deuxième place pour Tchefenik, qui n'est pas deuxième du classement de la Coupe du Monde, Oui, c'est vrai. puisqu'il est troisième. Et troisième, c'est Stefan Kraft avec 18,47, donc très très proche de Tchefenik. Et donc Jan Earl, qui est quatrième de ce classement de style, a été moins apprécié, en tout cas sur sa technique. Et Tate France est cinquième, Ouais. alors qu'il est dixième au classement, et Lindvik est sixième, Sundal 7, Forfang 8. Donc on ne retrouve pas forcément Ah, les mêmes, hormis Paschke et les Autrichiens un peu dans l'autre classement. Et un gars comme Hortner, il est que douzième. Alors je pense que le fait qu'ils ne le connaissent pas fait qu'il n'a pas forcément des bonnes notes. Mon deuxième... ouais, vas-y, tu peux non, poser est-ce ton que deuxième. tu, parce que du coup, là, on est autour de 18,5. Est-ce Ouais. que tu as en tête un peu moi, j'ai en tête que les week-ends l'année dernière, les meilleurs étaient plutôt autour de 19 de moyenne. Ah ouais, 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 ça se gagnait vers 19. Ouais, ouais. Donc, ça On serait allait l'effet du nouveau barème qui enlève plus facilement des demi-points, voire des points complets au télémarque. voilà, c'est sûr. C'est quoi, c'est 19 probablement la meilleure note, ce week-end? Il y a eu des 19 et demi, mais pas beaucoup, hein. Je l'ai pas fait là, le max. J'en vois un Je- de Tchofénig, ouais, il y en a eu quelques-uns, mais et, pas d'autres. tu vois, en plus, Il y en a eu qu'un seul. j'en vois qu'un là comme ça, et tu vois, c'est amusant parce que il a aussi eu 18,5, quoi. Il y a eu une grande variabilité, alors que Pashke, son deuxième saut, 5 fois 19. Hop. Hmm. Le deuxième, la deuxième stat, c'est la vitesse, où là, le classement il y a deux sauteurs qui sont à égalité. Alors, je vais pas prendre ceux qui ont sauté que des qualifs et pas de compète, hein. Je prends vraiment ceux qui ont Mm. fait la plupart des sauts. C'est Gregor Deschwanden et Daniel Tchefenik, avec 91,28 km/h, les mêmes, hein, la même moyenne pour les deux. Et troisième, Stefan Laia avec 91-27. Quatrième, Tate France, 91-23. Et cinquième égalité, Marcus Eisenbichler, 91-20. Et Michael Ebock, 91-20. Des moyennes très très serrées. Les Suisses toujours très rapides. On l'avait déjà vu l'an dernier. Tchefenik, technique et va vite. Là, mon gars, ça peut faire mal. Et Tate France, Ouais, non, mais il a tout bon, en fait, très Ted France. impressionnant. Ouais, super. Tate France, très impressionnant. Et Ensuite, j'ai Wellinger, regardé. parce que, Alors, Wellinger, d'habitude, était bien. Bon, là, il est juste derrière eux, hein. Il est huitième ouais, mais dernière, il avec. mettait 1 km/h aux autres, donc, Ouais, ouais, un petit peu moins rapide. Il est avec Raymond, Geiger et Pache. Donc, par nation, quand on regarde les grosses nations premières, l'Allemagne avec ouais. 91,2, devant la Suisse 90,9, l'Autriche 90,9, la Norvège 90,9. La Pologne 90,5, la Ouais. Slovénie 90,4, Ah, la France 89,9. oh, Donc la France a pris un kill par l'Allemagne vache. et ils sont avant-derniers, ils sont égalité. Non, ils sont pas avant-derniers. Il y a les Ukrainiens, les Kazakhs et les Roumains au même niveau que la France. Euh, mais tu vois, la Pologne et la Slovénie, pas assez vite dans le rayon, Ouais, ça joue quand même, hein, ça joue quand même. ça joue, ça joue. Je pas tout, mais Mon ça joue quand même. troisième KPI, on va aller sur le nombre de sauts au point HS. En pourcentage, hein, c'est la question. Donc, sur tous les sauts, y compris les Alors, non, non, entraînements, qualif et compète, 286 sauts. donc, c'est 140 mètres le HS? Non, non, point K. Ah, au point K, parce que HS, c'est 0%. Non, HS, il y en a eu un, Point c'est K, le dernier mois. je sais pas, 52%. 49, c'est pas mauvais, hein. 49%. Alors, il y a des sauteurs qui ont fait le point K à tous leurs sauts. Sundal, Earl, Tchefenik, Egro, Laie, Deschanden, Franz et Granerud. Et des sauteurs qui ont pas du tout performé, comme, enfin, qui n'ont pas fait, genre Truns, Kot, Insam, Kos. Oh là, ouais, Kos, on Et, l'a même pas cité, il non, apparaît Écosse, sur le alors Écosse, il avait Anti-Aldo. mal au dos quand même pour sa Ouais, défense. Il a glissé sur une Zach, plaque de glace. ah bon, et Zach Mogul et son chien est tombé dans l'eau à Zach Mogul, il paraît. Ça fait partie de cette histoire slovène. Au niveau de la remontada, on a déjà un sauteur qui, tu l'as mentionné, a pris une belle avance. Ah Andy oui. Wellinger, plus 19 places sur les deux,
de concours, Ouais, dont euh, 16 dont 16 le premier jour. le Il premier jour. devance Johan André Forfang, hein, qu'on connaît comme être un rusé sur ce classement, et Pavel Waszek, qui a déjà annoncé qu'il prétendait à ce globe de la remontada. Et la Ouais. dégringolada, pour l'instant, est dirigée par Robin Pedersen, avec moins 11 places, devant Halvor Egner Granerud de moins 9 et Hebuk, moins 9. Donc on retrouve là nos amis. Et puis le malchanceux du week-end, alors par rapport Conditions. aux conditions, c'est Daniel Tchefenik, ce qui veut dire que le mec, il a eu les pires conditions, il a été le plus vite et il a été le mieux en l'air. C'est parce qu'il avait le vent dans le dos, il a accéléré dans la pente. Non, c'est juste qu'il doit être très fort. Il est fort, ouais. Donc Daniel Tchefenik devant Manuel Fettner et Jan Earl. Mais Paschke a eu plus ou moins les mêmes conditions. C'est comme une moyenne de 14,5 de Oui, Vando. bah, surtout ouais, samedi, hein, c'était terrifiant, hein. J'ai Voilà. parcouru, il y a quand même eu des plus, je vois un plus 42 Fettner, justement, 2,89 de dos, quoi. Et alors, les petits chanceux, ceux qui ont eu le moins de Vando, donc Valentin Foubert 2,6, Félix Truns 5,4, Stéphane Leye 5,6, Schnitzstol 7,4, Willumstadt 7,6. Donc, c'était pas des cadors. Philippe Raymond, il a eu aussi des bonnes conditions. Tous les cadors, ils ont à peu près sauté au même moment. Le seul qui m'avait un peu surpris, c'est Wellinger, qui a eu de bonnes conditions, parce qu'il a eu que 9 lui, en moyenne. Parce qu'en fait, comme il a sauté très tôt, Oui, à un moment, il n'a pas sauté avec les autres. oui, parce Donc, il a que eu des du coup, meilleures conditions que les autres. oui, il a que plus 18, il est en début de deuxième manche, et qu'il était Ouais. 28e du premier saut. Et donc, c'était que 1 mètre seconde devant le dos, et puis c'est après où ça a dégénéré, parce que, chose rare quand même, c'est les meilleurs de la Coupe du Monde qui sont partis de la plateforme la plus haute le samedi. Ouais, Ils ont exactement. eu une remontée de plateforme quand même, même pour dans le top 10, hein. Parce que tu Mm. vois, Deschwanden, 14e, il fait 11, de la 11. C'est ça a remonté, ouais, même pour le top 10, ça a remonté. Donc, Ben, je sais plus, la plus grosse compensation, c'était 40, j'ai 47. Fettner, j'ai 2,49 Fettner, donc plus 42,9. Mm. Ouais, c'est énorme, hein. Après, tu vois, ceux qui n'ont pas sauté l'épreuve de samedi, ceux qui sont pas passés la qualif ou qui ont été disqualifiés en qualif, ils sont avantagés par rapport à ce truc-là parce que ceux qui ont fait les deux sauts, ils ont forcément pris du 30, du 20, du 30 points. Ouais, mais là, je t'ai pris des mecs qui ont tout le temps sauté quasiment, à part Foubert. Donc on a une influence de ça, mais ouais, c'était impressionnant de Vando. Et du coup, ils ont sauté à 93, 92, 93 km/h samedi. Ils ont sauté autour de 90 km/h dimanche, à 3 km/h d'écart. Alors, sur la dernière analyse que j'ai faite, c'est l'analyse des juges. Donc, nous avions 5 juges, Eriksson, Begutter. Donc Eriksson est suédois, Begutter est autrichien, Inoue japonais, Gunka polonais et Solbu était norvégien. En moyenne, ils ont attribué sur l'ensemble des concours notés une moyenne de 17,28. Quel est Ok. pour toi l'écart type entre celui qui a le mieux noté en moyenne et celui qui a le moyen bien noté? Est-ce que tu as un peu une Un idée? demi-point. Alors, un demi-point. Non, c'est beaucoup, un demi-point. Ouais, ouais. Alors, je sais pas si, et on va suivre ce KPI, mais c'est 0,04. Ah ouais. Donc, Ericsson 17,32, Begutter 17,31, Inoue 17,27, Gunka 17,25 et Solbu 17,23. Donc, Wow. le Norvégien qui a été le plus sévère est seulement à 0,1 de moins que Ericsson. Ouais, Et donc ce que j'ai regardé notamment entre le premier concours et le deuxième concours, voir la différence de notes qui avait été mise entre les deux concours, à cause des conditions notamment. Ils ont baissé en moyenne leur note de 0,13, mais ils n'ont pas tous fait la même chose. ah, ah. C'est-à-dire que Solbu, il a mis la même note le samedi et le dimanche, Ok. 17,61 de moyenne. Alors que les autres, ils ont baissé environ de 2%. Donc voilà, c'était l'analyse. Je ne Ah, sais non, pas quoi ça va nous Solbu, servir. il a un peu été empathique qu'il y avait de la neige et que les conditions étaient pas simples. Donc, Ouais, mais au global, Solbus, c'est celui qui a été le plus sévère au global. C'est ça qui est compliqué, hein. norvégien. C'est un empathique sévère, voilà. Donc on suivra ce Solbu.
qui est pour l'instant donc premier du classement de sévérité, et Ericsson qui est école des fans avec sa meilleure. Mais bon, surtout, c'est rassurant de voir qu'il y a si peu d'écart entre Ouais, il y a les. très peu d'écart. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord, ils appliquent les mêmes règles. Et en moyenne, juste parce que c'est normal, mais les qualifications étaient notées un demi-point de moins bien que les compètes, parce que tu avais plus de mecs mauvais. Euh, mais même là, Solbu d'ailleurs, en qualif, c'est lui qui a vraiment baissé la note. Là. Bah, après, il y a les Il a 4 créé points de de l'écart. domaine préhaute aussi. Ouais, mais ils ont tous mis la même note après août. Oui, ils ont tous Ah oui, mis. tu veux dire, Ah non, il y a ils ont eu tous oui, mais mis. sur la moyenne de l'ensemble des sauteurs. Après, sur un sauteur sur 65, ça doit pas non plus. Voilà. Donc c'était Non, l'analyse c'était des stable. juges qu'on l'avait jamais faite. Hein. Ah Donc non, non. alors et en plus comme la FISE essaye de me le cacher en me mettant A, B, C, D qui sont pas toujours dans le même ordre, j'ai été Oh là obligé là, de. Ah oui, ah ouais non, c'est un métier, monsieur, c'est un métier. c'est un métier, il va falloir livrer. Après, il faudra les vendre, hein, ces analyses à la FISE. On analyse vos juges Vos et juges, vos DT pour les plateformes. c'est Eh ça. ben écoute, tout ça nous donne bien Voilà. envie du week-end prochain. Là, franchement, la saison, elle est bien lancée. Et puis, bah, c'est Ruka, on s'est régalé les 2 dernières saisons. Il n'y a pas de raison d'être particulièrement inquiet. Je crois que j'ai vu passer des prévisions. Ça sera du Ruka, quoi. Il fera pas beau. Il y aura un peu de vent, mais il n'y a pas non plus de tempête qui a l'air annoncée. Donc, on va suivre ça, quoi. Donc tu nous envoies un petit prono sur Ruka Bah, toi, est-ce que tu as déjà analysé? Ah bah oui, moi j'ai analysé les Ah trois oui, donc, dernières années. Tout est bon, attendez, cher la Walter. météo. Bon, ça met du 5 mètres secondes, hein, mais 5 mètres secondes en haut, on connaît un peu le tremplin quand même. Par contre, il va pas faire super froid, hein, autour de -5 au plus froid et 0 même le dimanche. Donc pour un Rouca, c'est pas très froid. Bon, 5-6 mètres secondes, bah, ils ont l'habitude, hein. Ça va souffler en haut et puis on verra ce que ça donne dans la pente. C'est ça. Et donc un Euh, petit pronostic, bah, Stéphane Kraft, parce que quand même Rouca, ouais, non, Stéphane Kraft, il aime bien Ruka. pour le Alors, il est coup, deuxième dans mon classement des gens qui aiment Ruka. Et celui qui est premier, j'ai quand même du mal à le. C'est Anche Lanisek. hmm, C'est la grosse cote, hein. ouais, ouais, tu peux dire podium, tu vois, pas victoire, mais podium. Ouais, ouais. Donc, il y a Lanisek, il y a Granerud qui aime bien Ruka. Il y a Raymond, il y a Ebok, Hassan-Bichler, Wellinger, Kobayashi et Geiger. C'est pas. Parce que, non, aussi, ouais. Ouais, parce que, ouais. Un peu moins qu'eux, mais Bah, il fait celui son qui aime. premier podium l'année dernière, en tout cas, Ouais, ouais, sur, ouais, mais bon, ils sont meilleurs que lui, hein. ouais, ok. Ceux qui aiment pas trop Ruka, il y a Lindvik. Insam n'aime pas Ruka, donc ça risque d'être catastrophique. Et, Alexander Détruire n'est pas trop fan de Ruka non plus. Je pense que la Pologne, là, c'est encore et une tuerie. Zaïch, Zaich, il est 11e de mon classement. Ah, c'est compliqué. Bah non, je vais dire l'Anichek podium parce que j'arrive pas à m'enthousiasmer pour un autre. et 2 top 30 de Valentin Foubert. Allez, Allez hop, emballé, c'est emballer, pesé. c'est Comme ça, pesé. on pourra débuter là-dessus dans une semaine. C'est ça. Parce que du coup, on va se retrouver la semaine prochaine. Alors, vous verrez au fil de l'hiver, le rythme des épisodes va un peu s'espacer. On fera pas forcément du week-end à week-end, mais là, on a le début de la Coupe du Monde de combiné. Et on peut pas rater ça parce qu'on a déjà 20% du week de la saison de combiné avec 3 épreuves. Ouais, c'est Euh, ça. donc on se retrouvera pour les hommes après Ruka. Et puis là, dans cet épisode, nous allons enchaîner chez les femmes où il y a plein de choses à dire. Ça marche. À plus. Merci Will. Et puis bah, repose bien tes tableaux Excel. On se retrouve dans une semaine. C'est ça. Et donc, on poursuit cet épisode de débrief de Lillehammer par la Coupe du Monde pour les femmes. Une Coupe du Monde tout aussi passionnante que pour les hommes avec 2 belles épreuves. Donc, les conditions, les règlements, tout ça, on en a parlé dans la première partie. On va passer en revue un petit peu sur le même modèle
Que pour les hommes, les résultats, donc samedi, la qualif a été remportée par Alexandria Lutit devant Katharina Schmid et Erin Maria Kvandal, pardon. On avait Joséphine Panier qui était 10e. L'épreuve de samedi a été gagnée par Nika Preutz de plus de 20 points d'avance avec deux sauts exceptionnels devant Katharina Schmid et Selina Freitag. La Française Joséphine Panier était 18e. Dimanche, la qualif était dans l'escarcelle de Selina Freitag devant Lisa Eder et Nika Preutz. Mais sur l'épreuve, changement de configuration, c'est Katharina Schmid qui s'est imposée de 2,8 points d'avance devant sa coéquipière. Selina Freitag est la troisième place de Lisa Eder, l'Autrichienne, quatrième place de Gvandal, et on avait eu la disqualification en qualification de Joséphine Panier, qui n'a pas donc figuré au classement. Le classement général de la Coupe du Monde, eh bien, comme chez les hommes, c'est du côté de l'Allemagne qu'il faut aller. Katharina Schmid, 180 points, comme son homologue Pius Paschke. Devant Selina Freitag, 140 points. Nika Preutz, après sa victoire de samedi, a pris la 11e place dimanche, 124 points. Lisa Eder est quatrième devant la première norvégienne, Anna Odinström. Pourquoi la première norvégienne? Parce que Kvandal a été disqualifiée samedi, donc elle ne figurait pas bien haut dans le classement. Première française et la seule qui a marqué des points ce week-end, Joséphine Panier, qui est 26e avec ses 13 points du samedi. Au classement des nations, l'Allemagne est assez largement en tête devant la Norvège et l'Autriche. La France est 9e actuellement. On va partir à nouveau sur ces petites rubriques. Alors, forcément, il y aura moins de débats que dans la première partie, mais il y a pas mal de choses à dire. Et donc la sauteuse, celle qui a été élue à l'unanimité de 2 mois avec moi-même, qui a été élue sauteuse de la première période, eh ben, j'ai choisi. Alors il y avait quand même un petit suspense parce que l'épreuve de samedi et même les épreuves de vendredi auraient pu orienter vers Nika Preutz. Mais c'est Katharina Schmidt quand même qui repart de Lillehammer avec le maillot jaune. Elle a super bien sauté en par équipe samedi, même si elle a été éclipsée par Preutz. Et puis dimanche, bah, c'était l'heure de gloire, le retour sur la plus haute marche du podium après, en plus, une saison dernière qui était difficile. Alors, on peut pas parler de surprise. Vous avez écouté l'épisode de présentation de la saison. On l'avait mise dans les favorites parce qu'elle a fait un très très bon été. Voilà, là, elle a confirmé dès le premier week-end qu'il fallait compter sur elle. Sa dernière victoire en Coupe du Monde, c'était tout. Alors, si on enlève les Grands Prix d'été, sa dernière victoire, c'était tout simplement son titre de championne du monde à Planica en février 2023. Et donc, dernière victoire en Coupe du Monde le week-end précédent à Rasnov. Donc, ça faisait 1 an et 9 mois qu'elle n'avait pas gagné au niveau Coupe du Monde. Donc, c'est le retour au plus haut niveau de Katharina Schmidt. Sa première victoire, d'ailleurs, sous ce nom de Katharina Schmidt. Elle avait gagné à l'époque en étant Katharina Althaus. Surtout techniquement, hein, parce que voilà, c'était des beaux sauts, il y a de l'énergie, elle se pose bien en l'air. Elle fait des beaux télémarques, même si il y avait des choses à dire. Vous avez peut-être vu sur Instagram. J'avais demandé pourquoi elle avait eu que 18,5 dimanche. J'avoue, j'étais assez focalisé sur ses pieds. Euh, il n'y a pas que les pieds dans le saut à ski, il y a des mouvements en l'air qu'on m'a signalé et surtout le buste penché à la réception. Alors, moi, je lui excuse volontiers d'avoir eu son buste penché à la réception parce que il y avait la neige fraîche. Je pense que c'était une façon de jouer la sécurité pour pas tomber. Mais c'est normal que ça soit pénalisé en points. Normalement, le buste doit être bien droit. Par contre, c'est vrai que les pieds ne bougeaient absolument pas. Si on regardait que les pieds, c'était du 20 sur 20. Mais la notation est bien plus complexe que ça. La grande, voilà, la grande nation de ce week-end, c'était l'Allemagne, hein, parce que si on parle de Katharina Schmid, on est obligé de parler de Selina Freitag. On a aussi dit en présentation que la voir dans le top 5 mondial, ce serait pas une surprise qu'elle savait faire. Elle est troisième samedi, deuxième dimanche, toujours à 2-3 points de Schmid, hein. Donc voilà, si on met en avant Schmid, on est obligé de mettre en avant Selina Freitag, qui est d'un niveau assez comparable à sa coéquipière, avec un style de saut différent. Elle est plus loin de ses skis, elle est moins,
moins vers l'avant, moins dans l'accélération, plus un peu plus feuille morte entre guillemets, hein. Voilà, c'était beau à voir. Et puis bah pour le coup, les notes jouent beaucoup, hein, les notes jouent beaucoup. Freitag par exemple le samedi, elle fait 133 mètres, 135 mètres 50. Et là, pas de télémarque, hein, 15,5, 16, et elle perd, elle perd plus de 6 points sur Katharina Schmidt, qui a eu baisse de plateforme et du coup n'a fait que 123 mètres dans des conditions abominables de vent et donc bah, a pu poser un beau télémarque. Donc voilà, ça joue beaucoup les notes et puis chez les femmes où la densité est peut-être un peu moindre que chez les hommes, les écarts avec les notes de télémarque vont peut-être avoir leur importance toute la saison. Et les belles poseuses de télémarque, on en parlait en présentation, hein, Katharina Schmidt, Joséphine Panier, même Nika Preutz, pourraient être bah, tirer leur marron du feu de ce nouveau règlement. Alors impossible de pas parler de Nika Preutz dans les satisfactions, donc je la mise en fait en saut du week-end. Ces deux sauts là, 138 mètres 50 et 138 mètres de samedi, c'est juste magnifique. Elle est dans l'accélération pure, elle est très agressive tout en étant stable. C'est elle qui est vraiment la plus agressive et on voit que ça file, ça file. Il y a de la hauteur à la table et après ça file en l'air. C'était exceptionnel, hein. C'était vraiment, pour le coup, autant chez les hommes, j'avais volontairement pas attribué de saut du week-end. Là, c'était obligatoire de citer ces sauts de Mika Preut. 11e dimanche, pourtant elle est encore bonne à la qualif. Les commentateurs, Werner Schuster sur la télé allemande, qui fait l'hypothèse qu'elle était vite d'énergie. Elle dit, moi je vois pas de faute, je vois pas ce qui manque là. Je crois qu'elle a juste peut-être, elle est pas la niaque. En fait, c'est amusant parce que elle était ultra agressive samedi, donc elle s'est mise vite dans les skis, mais vite sans freiner et accélérée en l'air. Et dimanche, en fait, elle était beaucoup plus éloignée de ses skis. Et donc, bah, elle s'est mise en freinage en l'air et puis bah, ça volait pas, quoi. Ça volait pas, c'était quand même assez spectaculaire, hein. Les conditions de vent sont assez comparables chez les femmes, contrairement aux hommes, assez comparables samedi et dimanche. Donc, il y avait la neige qui tombait, mais la neige qui tombe, bah, ça fait pas non plus grande différence. Les vitesses sont tout à fait comparables. Elles sautent à 91,3, 91,4, 91,5, 91,6, le 4 à la suite. Donc, bref, elles sautent aux mêmes vitesses. Plateforme 14 à chaque fois. Euh, donc voilà, c'était technique, peut-être un peu d'appréhension, une décompression. Elle avait parlé de nuit sans sommeil avant la Coupe du Monde. Donc, est-ce qu'elle a vraiment décompressé dimanche? Voilà, ça se verra, j'allais dire à Ruka, malheureusement non. Il va falloir attendre 3 semaines pour les revoir. Euh, mais, euh, mais on reverra Nika Preutz, elle n'a pas perdu son talent à l'intersaison. Pour les surprises, révélations de la période qu'on vient de voir, enfin en tout cas du week-end, il y a deux noms que je voulais mettre en avant, deux Norvégiennes pour deux raisons complètement différentes. La première d'entre elles, bah, c'est la première Norvégienne au classement général de la Coupe du Monde. C'est Anna Odin-Ström qui fait 4 et 6e. Anna Odin-Ström, c'est évidemment pas une révélation. Par contre, on se souvient qu'elle s'était blessée l'année dernière à Engelberg, gravement blessée. Elle a raté tout le reste de la saison. Et donc, pour son retour en Coupe du Monde, eh ben, elle fait 4e et 6e. C'était beau. En plus, ça a été vraiment belle à voir sauter. Des belles performances techniques, des sauts aboutis. Et l'autre, pour le coup, et d'ailleurs, elles sont pas l'une et l'autre première ou deuxième norvégienne, elles sont ex aequo à la 5e place du classement mondial. C'est Ingvild Midtskogen. Ce n'est pas une inconnue totale, hein. Alors elle est extrêmement jeune, hein. Elle est née en 2007, mais ce n'est pas une inconnue totale dans le monde du saut à ski au niveau des jeunes, mais évidemment c'est une très grosse surprise de l'avoir figuré ainsi 2 fois 5e du week-end de Coupe du Monde. Son été avait été bon, elle avait fait 1 et 2 à l'Intercontinental Cup d'OTP, même si le niveau n'était pas ultra relevé, elle avait atomisé la concurrence. Euh,
Elle avait été dans les points à l'Intercontinental Cup de Trondheim. On l'avait dit à l'époque, c'était déjà niveau Coupe du Monde. Et puis l'hiver dernier, elle avait marqué des points à Oslo, elle avait marqué des points. Elle était passé les qualifs à Trondheim. Donc voilà, elle a déjà été en Coupe du Monde, mais c'est sûr que là, c'est le passage à un niveau supérieur. Et est-ce qu'elle va poursuivre la saison? Voilà, elle est dans les cinquièmes mondiales. Et puis techniquement, c'est tellement beau et c'est tellement propre, avec aussi une certaine agressivité en l'air qui faisait plaisir à voir. Donc voilà, franchement, en termes de qualité de saut, en termes techniques, c'est des sauts qui étaient magnifiques à voir tout le week-end. Là, pour cette catégorie de la révélation, alors on va rester pour moi dans la Norvège pour la déception de la période, la déception du week-end. Alors attention, hein, c'est volontairement un peu dur, mais c'est Rin Maria Kvandal. Bon, elle fait que quatrième dimanche. Dans le par équipe mixte, elle était là, évidemment, elle a contribué au podium de son équipe, mais elle est troisième et quatrième de son groupe. Et bon, disqualifiée samedi, on peut pas juger là-dessus, mais pourquoi je la mets en déception, c'est parce que potentiellement, on l'avait vu cet été et on l'avait vu la saison dernière, elle a la moyen de mettre 30 points d'avance aux autres. Là, ce week-end, elle a fait aucune coach request. Ça veut dire qu'elle savait, en fait. Elle savait qu'elle n'était pas à son niveau maximum. Alors, elle savait que les autres étaient augmentés de niveau parce que il n'y a pas eu besoin de coach request. Ça veut dire qu'elle savait qu'elle allait pas aller au HS, qu'elle allait pas aller trop loin. Donc, il y avait un truc potentiellement sur le niveau de Kvandal parce que Kvandal, dans la meute comme ça, c'est assez étrange, quoi. C'était vraiment une sauteuse lambda, une bonne sauteuse, très bonne sauteuse de Coupe du Monde. Mais on a pu voir, par exemple, à Klingenthal cet été et puis au cours de la saison dernière au Rower, que Vandal, c'est potentiellement, s'il n'y avait pas le jeu des plateformes, des coach requests et tout, c'est potentiellement 30 points d'avance sur la deuxième. Donc, à voir pour la suite ce que ça donne parce que c'est une sauteuse qui a un énorme potentiel. Bon, la française du week-end, c'est forcément Joséphine Panier, c'est la seule qui a marqué des points. Ça a été vraiment dur pour Emma Chervet qui a pas passé les qualifs. Et c'est pas le week-end phénoménal non plus hein, pour Joséphine Panier. Alors bah, évidemment, on peut passer outre ça, euh, ne pas analyser trop la disqualification. On n'en sait rien là, il n'y a rien à dire de spécial. Par contre, c'est vrai qu'en termes de performance, quand elle a pu sauter, c'était pas fantastique, fantastique. Notamment dès les entraînements, hein, on a vu qu'elle jouait pas, enfin, elle jouait pas la victoire des entraînements, elle jouait pas la victoire sur ce week-end. Elle a fait le job au par équipe mixte, mais en étant 6, 7, ouais, 7e et 8e de son groupe, hein, donc sur 11, sachant qu'il y avait les États-Uniennes, les Ukrainiennes. Donc voilà, c'était déjà deux places quasiment sûres qu'elle pouvait battre, mais ça veut dire qu'elle a joué avec voilà, elle a joué avec Rao Tionao, elle était battue par Takanashi, elle était battue par Peutz, Pirik Emlich, Van Dahl, Schmid, voilà, ils les ont battus. Donc voilà, c'était un week-end difficile. Euh, Ça s'est vu un peu techniquement, hein. Ça s'est vu qu'il y avait un manque d'accélération en l'air. Voilà, il y a des choses à reprendre. Alors la pause, hein, c'est déjà la pause chez les femmes, 2 week-ends sans épreuve, avant d'aller en Chine à Zhangjiakou sur les tremplins, le tremplin, petit tremplin olympique. À suivre, à voir. C'était pas un week-end exceptionnel pour l'équipe de France. En parlant de week-end pas exceptionnel, les Italiennes, c'était compliqué aussi. Et si je cite en déception du week-end Lara Malziner, c'est parce que c'est la vainqueur du Grand Prix d'été. Peu à la Pavel Vachek, bah forcément, on s'attendait pas à ce qu'elle vienne gagner les épreuves. Mais bon, clairement, je m'attendais à mieux aussi en termes de qualité de vol. Elle était extrêmement en freinage. Les skis très relevés, pas du tout les skis à plat. Elle marque des points 21e et 26e, mais c'est vraiment pas fou. Et sa coéquipière, Nika Sieff, c'était pas top top non plus, hein. 23e, 33, disqualifié, 33e. Bon, pas des grosses grosses performances. Donc, une équipe qui avait enchanté l'été, qui a pas très bien commencé la saison. Un peu difficile, voilà, d'aller plus loin. Faut pas surinterpréter ce premier week-end, mais voilà. Par exemple, on voit que
Si on reprend la question de Will, qui, euh, qui a perdu le moins de points dans la course au globe, ou qui a gagné le plus de points dans la course au globe, voilà, sur un week-end comme ça, Katharina Schmid, déjà prétendante au globe, elle prend quand même 56 points sur Nika Preutz. Voilà, sur une saison à 26 épreuves, rien de rédhibitoire, mais c'est une petite chose. Ça va jouer à la régularité autant qu'à la force intrinsèque. Dans les Eva Pinkelnig, elle est déjà à plus de 100 points, 108 points. Loutit à 122 points, Gwandal à 130 points, même si on l'a dit en préparation, je pense que Gwandal, c'était tout pour les championnats du monde. Sarah Takanashi est déjà à 140 points, donc voilà, ça va très vite, hein, on saut avec le système de points. Il vaut mieux marquer les points quand c'est possible, donc Katharina Schmidt, grosse performance. Et je voulais relever un moment du week-end, un moment un peu croustillant. C'était un moment l'enchaînement entre Eva Pinkelnig et Nika Preutz. Je crois que c'était le premier jour où voilà, c'était assez impressionnant de voir la différence de style. Alors Pinkelnig, elle a bien sauté, hein. Elle fait de top 10, sixième et huitième, mais elle est toujours son style illisible, très loin des skis, les skis très remontés. Et derrière, l'enchaînement avec Nika Preutz complètement à plat la latte, pleine accélération, c'est sidérant de voir des écarts techniques comme ça. Voilà, pour ce débrief du week-end, on peut relever peut-être le top 10 d'Abigail Strait le samedi, parce qu'elle revient aussi un peu de périodes difficiles. Déception, Yuki Ito, très 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 bonne cet été, très bonne la saison dernière. Elle avait gagné aussi à Lillehammer sur le petit tremplin, mais elle avait été bonne aussi sur le grand 13e et 12e. Takanashi avec le nouveau barème de points sur les télémarques, ça va faire mal, hein. Ça risque de faire vraiment très très mal. Elle perdra possiblement 5-6 points par saut, hein, sur ses adversaires les plus proches qui vont sauter la même distance. Donc 12 points, comme ça qui vont s'envoler. Tu vois. Si on regarde samedi, pop samedi, si on lui rajoute, ouais, c'est ça, 5-6 points, 12 points, elle aurait été 6-7e au lieu de 10e, hein. Ça change quand même un bilan. Voilà. Un peu, peut-être une déception aussi pour Tina Herzog qu'on n'a pas vu passer les qualifs. Euh, la très très jeune, la très très jeune Slovène qui venait très fort, qui a jamais vraiment connu d'échec dans sa carrière. Sa saison dernière était exceptionnelle. Donc là, un petit temps d'arrêt pour elle. Et en même temps, elle est de 2008, hein, elle a encore le temps, mais voilà, les jeunes Slovènes ont montré un peu des choses bof bof, hein. Taya Bodlage, on l'a vu en freinage complet, incapable d'accélérer en l'air. Ça, ne pas être dans les points, pas top. Et voilà. Donc, je suis un peu dans le name dropping. On a eu une silly upset, un grand tremplin. Lillehammer, elle a déjà gagné ici. Incapable de l'aile, c'était la Lindvik, voilà. Les mêmes erreurs que Lindvik, un peu s'étaler tout de suite en l'air, mais beaucoup trop vite, pas prendre de hauteur. Et puis bah, derrière, ne pas pouvoir dérouler des sauts qui la font louer tout devant. Normalement, une upset à 100%, techniquement, elle était pas 30e, hein, elle était bien plus haut dans le classement. Voilà, un peu pour ce tour des, des féminines. Je l'ai déjà dit, 2 week-ends sans épreuve, c'est quand même fort dommage à cette période de la saison. Le prochain week-end, c'est les 14 et 15 décembre à Zhangjiakou, le même moment que le week-end de Titizé. Un nouveau dommage aussi de ne pas profiter de Titizé, hommes et femmes. C'est comme ça, c'est le calendrier. On va faire avec. En attendant, on l'a dit, on se retrouve à Ruka pour les hommes et les hommes du saut et les combinés hommes. Le week-end prochain, on sera ravis de vous le débriefer et on espère que vous avez aimé ce nouveau format du podcast. N'hésitez pas à nous le dire, à voir s'il y a des choses qui vous ont plu ou qui ont été trop longues ou trop rapides. Vraiment,
On est ouvert à la discussion. Le but, c'est de faire quelque chose qui soit sympa à écouter. Nous, on a du plaisir à l'enregistrer. On espère aussi donner du plaisir à l'écouter. Et donc, vos retours sont importants. Et donc, voilà. Ciao, ciao. On se retrouve dans une semaine. Merci.